Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va continuer avec nos activités. Donc souvenez-vous que dans la précédente vidéo, on avait parlé de FortiGate, donc des profils de sécurité sur FortiGate. Donc on avait parlé par exemple de la différence entre les modes d'inspection, à savoir le mode basé sur le flux et le mode basé sur le proxy. Et on a parlé également donc des profils de sécurité. Donc, notamment, on a parlé ici donc, des profils de sécurité les plus utilisés au quotidien. Donc, on a parlé également aussi de l'impact du trafic sur les profils de sécurité. Donc, quand vous sélectionnez un profil de sécurité, dépendamment du profil sélectionné, il y a un impact sur le trafic, qu'il soit entrant ou sortant. On avait parlé de ça dans la précédente vidéo. On a parlé également des actions qui sont applicables pour chaque profil de sécurité. Et on a vu dans les concepts clés et fonctionnement, les éléments à comprendre avant de s'engager dans l'utilisation des profils de sécurité. Et donc, on était arrivé dans cette série des activités, dans les différentes activités que nous allons faire. Donc, remarquez que sur la chaîne, on promeut véritablement le côté pratique. Donc, le côté pratique, c'est bien beau de connaître, de se certifier sur FortiGate, administrateur et tout ça, mais c'est encore plus intéressant lorsque vous avez la mesure d'effectuer au quotidien les tâches pour lesquelles un administrateur réseau et surtout en sécurité réseau, il est capable de faire. Donc, aujourd'hui, on avait vu dans la précédente vidéo, le lien est sur la description de celle-ci. On avait déjà vu la tâche 1 où on a parcouru quelques actions sur le profil de sécurité de filtrage web. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la tâche 2 qui est le filtrage antivirus. Donc voilà les activités, du moins les opérations qui sont appelées qu'on va effectuer sur cette tâche 2 ci, notamment voir comment télécharger un fichier de test, un fichier malware de test, voir comment bloquer l'envoi d'un mail qui contient en pièce jointe un fichier .exe. Donc on verra ça. Ensuite, on va voir la tâche 3 qui est le filtrage web. On fera cette activité-ci. La tâche 4, le filtrage DNS, mais très important, on va pouvoir comprendre la différence qu'il y a entre le filtrage web et le filtrage DNS. Donc, très important parce que très souvent, les gens ont du mal à savoir exactement sur quel profil il est préférable de bloquer, par exemple, un contenu. Vous voulez bloquer un site web, mais vous ne savez pas s'il faut le bloquer sur le filtrage web ou plutôt sur le filtrage DNS. Donc, on va détailler tout cela dans cette vidéo-ci. Ensuite, si le temps nous permet, on continuera avec la tâche 5 sur le filtrage des fichiers, la tâche 6, ainsi de suite. Et vous remarquerez que j'ai ajouté également d'autres tâches ici en arrière. Donc, dépendamment du temps qui nous sera donné, vous savez, les vidéos, il est important de faire des vidéos pratiques, c'est sûr, mais il faut éviter de faire de très très longues vidéos. Donc, dépendamment de la longueur de la vidéo, on sera appelé à s'arrêter à un moment donné et puis faire la suite dans une prochaine vidéo. Donc, on va aller directement sur mon environnement de test pour procéder donc au filtrage antivirus. Donc, ici sur notre pare-feu, pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, vous savez, nous on a toujours notre environnement de test reste le même. Donc, on a notre stratégie de pare-feu qui est ici. Et puis, on a notre environnement de test ici sur VMware Workstation où on va essayer, en fait, on fait les configurations sur le pare-feu et puis on va les tester sur notre environnement de test. Donc, ici, je vais ouvrir directement notre stratégie de pare-feu ici. Et donc, on va aller directement dans la section profil de sécurité. Ici, on va aller sur le filtrage antivirus. Donc là, comme j'avais expliqué, vous avez la possibilité soit de modifier ou bien de modifier vos profils de sécurité directement sur l'interface de la stratégie, de la politique de pare-feu. Ou alors, vous pouvez revenir plutôt à ce niveau-ci là sur le menu profil de sécurité. Vous cliquez directement sur le filtrage, vous le modifiez. Et puis, ça s'applique directement sur votre stratégie de pare-feu. Donc, moi, je préfère passer par ici. Donc, ici, sur le filtrage antivirus, comme j'avais dit également, vous avez soit la possibilité d'utiliser les profils qui existent déjà ou alors de créer votre profil à vous. Donc, moi, j'utilise très souvent le profil par défaut. C'est vrai que dans l'environnement de production, la recommandation, c'est vraiment de créer votre propre stratégie de pare-feu. C'est vrai que quand vous la créez, elle vient avec les configurations par défaut. Donc, c'est toujours mieux de créer votre propre stratégie de pare-feu, la renommer. Comme ça, vous-même, en tant qu'administrateur réseau, vous êtes capable, lorsque vous venez dans la liste des stratégies, les objets de stratégie de sécurité que vous avez, vous êtes capable de comprendre le nom que vous avez donné. Parce que pour chaque nom que vous allez donner sur chaque stratégie, ça indique en fait quel est, par exemple, à quoi l'objectif en fait de la stratégie. Vous pouvez mettre dans la section commentaire, par exemple, un peu d'informations. Donc, la recommandation, comme je dis, c'est créer à chaque fois votre stratégie de votre objet de profil de sécurité que vous aurez choisi. Donc, là, je vais avec ceci, stratégie par défaut. Donc, ici, on va aller donc avec le mode d'inspection. Donc, vous allez remarquer ici, on a le mode d'inspection basé sur le flux et le mode d'inspection basé sur un proxy. Donc, quand je clique sur basé sur un proxy, vous allez voir, il y a des protocoles, par exemple, supplémentaires qui s'ajoutent ici. Et également ici, d'autres options qui s'ajoutent pour la protection antivirus. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rester sur le profil basé sur le mode d'inspection basé sur le proxy. Dans la précédente vidéo, on avait expliqué la différence. Donc, pour faire simple encore, mode d'inspection basé sur le flux, c'est pour dire que lorsque vous
vous êtes sur ce mode-ci, le FortiGate, lui, il transmet l'information à la source ou bien à la destination au fur et à mesure que l'information entre. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne de peut-être 40 octets qui doit traverser, au fur et à mesure que la première chaîne, le premier caractère arrive, il commence à inspecter le premier caractère, il transmet directement le premier caractère à la destination, ainsi de suite. Par contre, lorsqu'on est en mode basé sur le proxy, s'il y a par exemple 40 octets à transférer sur la requête contient peut-être 40 octets, le FortiGate va attendre de récupérer tous les 40 octets, procéder à l'inspection sur les 40 octets avant de transmettre donc le paquet complet à la destination ou bien à la source. Ça permet que dans le mode de flux, si par exemple dans la transmission du paquet, il y a peut-être une information erronée, un virus, peut-être sur le 10e paquet ou le 10e octet, en mode proxy, on est capable donc de s'assurer qu'on a fouillé tous les 40 octets avant de pouvoir donc envoyer à la destination. Donc, il faut bien comprendre, mais la différence qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que quand vous switchez le mode d'inspection, le mode proxy requiert à votre FortiGate d'avoir des ressources, beaucoup plus de ressources, parce que pour collecter toutes les informations, la traiter avant d'envoyer, naturellement, ça demande plus de ressources que lorsque vous êtes dans le processus où, au fur et à mesure que ça entre, vous traitez, vous envoyez. Donc, il faut tenir compte de ça et appliquer le mode proxy uniquement lorsque vous êtes sur un profil de sécurité qui nécessite vraiment cela. Donc, on va aller avec ceci. On va activer tous les protocoles. Donc, ici, ce qui nous intéresse vraiment dans notre pratique ici, comme on a dit, c'est essayer de télécharger un fichier de malware et bloquer les fichiers .exe. Donc, ici, sur notre pare-feu, sur la stratégie antivirus, on a ici cette option, c'est traiter les exécutables Windows dans les pièces jointes des emails comme des virus. Donc, je peux cocher dans ceci. Et puis, toutes ces autres informations, ici, là, vous pouvez regarder. On ne va pas entrer en détail dessus. Donc, inclure une protection des modules contre, bon, ça, on peut cocher. Quarantaine, ça se comprend. On peut mettre, lorsqu'on détecte un virus, on peut le mettre en quarantaine. Donc, je vais le cocher également. Et puis, ici, en bas, dans les préventions, utiliser la base de données de prévention des épidémies. Bon, notez que le pare-feu, lorsque vous convertissez ou bien vous changez la langue de votre pare-feu, il y a comme une traduction un peu mot à mot. Parfois, ça peut changer le contexte de l'information qui doit être transmise. Donc, à la base, le FortiGate, il est en anglais. Donc, quand vous faites le changement de langue en français ou dans une autre langue, il est possible que certains mots, vous lisez certaines expressions et que ça sort un peu du contexte. Donc, ici, on a utilisé la base de données de prévention des épidémies de FortiGate. Donc, en fait, c'est la base de données qui contient, la base de données de FortiGate, c'est cette base de données qui contient les informations sur les derniers virus ou bien les méthodes de protection contre les virus sur sur Internet actuellement. C'est-à-dire que c'est lui qui contient les dernières bases de données. Donc, il est important donc d'activer ceci et de se servir de cette base de données-là pour protéger notre environnement contre les virus. Ça veut dire que si vous détectez un virus qui a été récemment créé, comme on appelle les 0D, et que votre FortiGate a déjà été alerté par rapport à ça, ça permet que sur votre réseau, vous allez donc pouvoir vous servir de cette information-là et protéger le réseau. Donc, on va activer ceci. Les deux autres options, on peut les laisser ainsi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais OK. Donc, notez comme j'avais dit, si vous modifiez, l'objet de sécurité à partir d'ici, et que vous l'avez sélectionné, par exemple, ici sur votre stratégie de pare-feu, dans notre cas, on ne l'avait pas encore sélectionné. Donc, ici, il faut toujours bien vérifier et s'assurer que c'est sélectionné. OK. Donc, notez par exemple que lorsque je switch, par exemple, tout à l'heure, on a switché la stratégie ou bien l'objet de filtrage antivirus, on l'a switché en mode proxy. Vous remarquerez qu'également, lorsque je le switch en mode proxy, quand je reviens ici dans profil de sécurité, ma stratégie ma politique de pare-feu étant en mode basé sur le flux, je ne peux donc pas voir les objets de profil de sécurité qui sont en mode proxy. Donc, je suis obligé de basculer sur le mode proxy également pour la stratégie de pare-feu afin de voir cet objet-là. Donc, je vais donc revenir ici basé sur un proxy. Et puis là, quand je déroule, je peux voir maintenant ma stratégie, du moins mon objet de profil de sécurité par défaut. Donc, ça, c'est également quelque chose que vous devez prêter attention. Donc, je le sélectionne là et puis je fais appliquer sur ma politique de pare-feu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller donc sur mon environnement de test ici, sur VMware Workstation. Donc, ici, sur mon poste de travail, mon environnement de test, je vais donc prendre mon navigateur ici. Donc, je vais essayer donc l'objectif, c'était de faire télécharger un fichier malware de test. Donc, notez que également ici, vu qu'il y a une chose qu'on a oublié ici, c'est que, étant donné que on a décidé
de télécharger un fichier qui peut contenir des virus, il faut noter que l'inspection également ici, là, le mode d'inspection également ici doit être choisi adéquatement. Si je reste sur le mode de certificat, par exemple, il est possible que le virus puisse passer vu que l'inspection approfondie ne va pas s'effectuer. Notez que l'inspection approfondie, c'est cette inspection qui permet donc de prendre tout le fichier que vous téléchargez, décrypter le fichier en entier, voir le contenu du fichier, vérifier s'il y a du contenu malveillant à l'intérieur avant de transmettre à la destination. Ça veut dire que si vous prenez basé sur un profil, sur un proxy, la méthode d'inspection basée sur un profil, sur un proxy, et que vous ne choisissez pas également le mode d'inspection de façon adéquate, il est possible que votre politique que vous mettez en place ne fonctionne pas juste parce que vous n'avez pas su comment switcher comment faire correspondre le mode d'inspection avec la meilleure méthode d'inspection. Donc ça, c'est les modes d'inspection. Ici en bas, c'est les méthodes d'inspection. Donc là, on va venir dans sur Deep Inspection, dans l'inspection approfondie. Donc je fais OK. Voilà. Donc je reviens donc sur mon environnement ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc d'aller sur le site IEK. Donc le site IEK.com ou bien .org, c'est un site de l'Institut européen sur la recherche, de recherche sur les antivirus, sur les virus et possibles solutions. Donc l'objectif du site, par exemple, c'est si vous voulez accéder, si vous avez mis sur pied une politique antivirus sur votre infrastructure, sur votre réseau, et que vous avez envie de voir la réaction, du moins les messages d'erreur que les utilisateurs vont obtenir lorsqu'ils essaient de télécharger un fichier qui contient du contenu malveillant, vous pouvez venir donc sur ce site-ci et puis aller dans la section Download Anti-Malware Test File. Et puis, ça va nous rediriger donc vers la page où on peut avoir des fichiers ces fichiers-ci, qui simulent en fait la présence d'un virus. Donc là, ça fait par exemple, on va essayer de télécharger ce fichier sur ek.com.zip. Donc, je fais Download. Donc là, immédiatement, vous allez voir le message de sécurité de FortiGate qui vous dit que okay, ce fichier a été bloqué justement parce qu'il contient du contenu infecté. Donc voilà l'URL du fichier. Le fichier a également été, il n'a même pas été mis en quarantaine, il a été directement supprimé, donc deleted. Donc voilà par exemple, lorsque les utilisateurs, les messages que vos utilisateurs vont recevoir lorsqu'ils essaient donc de télécharger un fichier sur Internet qui contient du contenu malveillant. Ça veut dire que ce soit un fichier simple ou un fichier à l'intérieur duquel il y a du contenu. Si le contenu malveillant est à l'intérieur du fichier, donc grâce à la méthode d'inspection approfondie, on va donc avoir une inspection profonde qui va être effectuée pour détecter donc ce contenu-là et le signaler. Donc la deuxième activité, c'était de faire quoi? L'envoi d'un email avec pièce jointe. Donc là, je vais aller sur ma messagerie. Donc là, je vais essayer d'envoyer un mail. Bon, pas besoin de mettre le destinataire. Je vais aller directement sur la section attacher, mettre une pièce jointe. Donc là, je vais prendre par exemple Firefox, ça c'est .exe. Je vais ouvrir. Donc là, vous allez voir un message d'erreur ici. Block for security reasons. Donc, ce fichier ici .exe ne peut pas être transmis vu qu'il contient, vu que on a catégorisé dans notre profil antivirus tout ce qui est .exe comme étant un fichier à ne pas envoyer par courriel. Si j'essaie par exemple de prendre un autre fichier, par exemple, si ce fichier de certificat qui a une extension .7 plutôt, CER, oui. Si j'essaie par exemple de l'envoyer, donc là on va voir qu'on est capable d'envoyer ce fichier sans souci. Si j'essaie par exemple d'aller dans mon répertoire de download, j'ai rien ici. Document, desktop. Donc là, par exemple, je viens ici. Ça, c'est par exemple un autre fichier, un fichier Zoom. C'est un fichier .exe également. Donc si j'essaie par exemple de l'ouvrir, voilà, on a également les mêmes messages d'erreur. Donc tant que c'est un fichier .exe, ça ne va pas fonctionner, on ne pourra pas l'uploader. Donc là, je pense que c'est bon pour la tâche 2. Là, on va passer dans la tâche 3 qui est le filtrage web. Donc, dans le filtrage web, on parle de bloquer une catégorie de contenu, bloquer un site web spécifique et puis bloquer une expression de recherche spécifique. Donc, ici, sur notre stratégie de pare-feu, politique de pare-feu, je vais donc passer au filtrage web. Donc là, j'ai dit le filtrage web par défaut. Donc ça, on a déjà parlé de filtrage web dans la précédente vidéo où on avait vu par exemple toutes ces actions-ci. Autoriser, surveiller, bloquer, avertir et authentifier. Donc si vous voulez voir cette vidéo-là, le lien est là dans la description de celle-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de bloquer. On avait vu comment bloquer toute une catégorie, right? Donc, ce que c'est nécessaire de refaire. Bon, donc on peut refaire ici. Donc on va prendre la catégorie éducation
Ou bien pour prendre la catégorie sport, par exemple. Voilà. On va décider par exemple de bloquer tous les sites web à caractère sportif. Voilà, je vais par exemple bloquer. Et puis là, tout en bas, je modifie aucune des informations dessus, ci-dessus. Donc je fais OK, donc on va bloquer. Je fais appliquer. Bon, c'est sûr que pour bloquer le contenu web, par exemple, bloquer un site web, on n'a pas besoin d'être en mode inspection approfondie. Donc, même en mode inspection de certificat, ça devrait faire l'affaire. Donc là, je viens sur mon environnement de test ici. Donc maintenant, sur l'environnement de test, je vais essayer par exemple d'accéder au site de sport, FIFA, par exemple. FIFA, je vais sur le site, voilà. Donc, catégorie sport, FIFA.com, bien évidemment, c'est bloqué. Un autre site de sport, ça serait quoi? ESPN, parce que c'est un site de sport, ça. Voilà. ESPN, par exemple, également, c'est un site de sport. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, maintenant, on va revenir sur notre stratégie ici. Ce qu'on va faire, on revient sur le filtrage web. Filtrage web. Et puis ici, on va supposer, par exemple, qu'au lieu de bloquer toute la catégorie sport, au lieu de bloquer toute la catégorie sport, on va bloquer juste un site web en particulier. Donc, pour bloquer un site web en particulier, je vais venir donc ici, là, dans le filtrage d'URL statique. Je vais prendre donc filtrage d'URL. J'ai activé ici, ça me présente ce nouveau tableau-ci. Et ici, je peux créer donc un nouvel objet de filtrage. Donc ici, je vais prendre, par exemple, je vais filtrer FIFA.com. Par exemple, FIFA.com. Bon, pour ce qui est du type simple, expression régulière, wildcard, on a dit on va parler de ceci dans une autre activité ici qui sera la tâche 7. Donc, pour l'instant, on va aller avec le type simple et puis action, on va bloquer et on active donc ce filtrage ici. Je fais OK. Donc, actuellement, tout ce qui est sport doit passer, sauf le site FIFA.com. Donc, je vais activer. OK. J'applique. Je reviens sur mon environnement de test ici. Donc, normalement, le site ESPN devrait passer maintenant si j'actualise. Voilà, le site ESPN il passe. Si je cherche un autre site de sport, sport website, RDS. Bon, ça c'est le site de sport commun, ça va passer. Donc le site de sport va passer. Maintenant, si on revient sur le site de FIFA, on essaie d'actualiser. Voilà, on actualise le site, il reste toujours bloqué. Voilà, le site FIFA est bloqué, mais les autres sites de sport peuvent passer. Dans l'autre option, l'autre tâche à faire, c'était de bloquer une expression de recherche spécifique. Donc, expression de recherche spécifique ici, là, par exemple, ça concerne, par exemple, dans votre environnement, vous avez envie, par exemple, d'empêcher vos utilisateurs de faire des recherches concernant des expressions bien précises. Ça veut dire que si sur votre réseau, vous constatez, par exemple, que les utilisateurs passent du temps à télécharger, par exemple, du torrent. Voilà, on sait tous ce qui est les torrents. Donc, si vous voulez, par exemple, empêcher donc qu'ils soient en mesure ou bien capables de rechercher tout ce qui est lié au torrent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc dans la stratégie, toujours dans la stratégie de le profil de sécurité filtrage web. On édite encore. Donc, cette fois-ci, au lieu du filtrage d'URL, on viendra plutôt ici dans le filtrage web par mot-clé. Donc, vous voulez bloquer en fait la recherche basée sur un mot-clé. Donc, ici, je vais donc faire nouveau. Ici, je vais ajouter dans mon mot-clé que je vais appeler donc ici là torrent. Donc, torrent, ça, vous pouvez décider de mettre n'importe quel mot. Ça veut dire que tant que la personne va par exemple sur Google ou bien sur n'importe quel site, lorsqu'il fait une recherche et que dans le texte de sa recherche, ce mot-ci se retrouve à l'intérieur, alors il n'aura pas de résultat. Donc, notez également que le filtrage basé sur le mot-clé ici fonctionne également en fonction de la langue. Ça veut dire que sur votre navigateur, vous pouvez choisir par exemple le mot et puis choisir la langue sur laquelle elle doit s'appliquer. Ça veut dire que ce mot que vous avez précisé ici, s'il n'est pas en une langue qui est mentionnée ici, si par exemple, pardon, si votre navigateur web fonctionne sur une des langues qui est mentionnée ici, par exemple, si je prends par exemple torrent et que je prends par exemple français, ça veut dire que si mon navigateur, sur le navigateur de l'utilisateur est en français et qu'il cherche quelque chose qui contient l'expression torrent, alors il n'aura pas de, s'il décide l'action par exemple de bloquer, et il n'aura donc pas accès, il n'aura pas de résultat concernant cette recherche-là. Donc je vais faire état général du statut en fait, je vais activer. Donc le mot torrent navigateur en français, je bloque et puis j'active dans ce filtrage. Donc je vais l'appliquer. Ok. On va essayer de rechercher n'importe quoi. Je commence directement par, je cherche par exemple torrent. Donc supposons que je cherche un utilisateur écrit seulement torrent dans sa barre de recherche et puis voilà directement le message d'erreur qu'il va recevoir. C'est-à-dire que
This page has been blocked because it contains a banned word. Voilà, un mot interdit. Donc, si par exemple, il dit, download movies from torrent website. Voilà, on a le même message d'erreur. Donc, s'il change par exemple de navigateur, parce que c'est souvent ça le réflexe, donc dans un autre navigateur, il essaie par exemple de cliquer sur download film torrent. Ici, par exemple, sur Google Chrome, vous avez par exemple la possibilité, lorsque vous faites la recherche, Google va vous afficher carrément les contenus quand même. Et supposons par exemple qu'il essaie d'accéder à le site uTorrent par exemple, il essaie d'ouvrir. Là, directement, il est coincé. uTorrent, ça ne passe pas. S'il passe par un autre site qui n'a pas de torrent dans le nom, du moins dans le lien, il clique par exemple sur ce site-ci de safedetective.com. Mais dès l'instant où on retrouve l'expression torrent, même si c'est en partie ou bien avec quelque chose en début ou bien en fin, on bloque directement. Donc tout ce qui est lié au torrent va être bloqué. Donc vous pouvez faire cela pour plusieurs autres contenus. C'est-à-dire que ça peut être que, par exemple, de torrent, on a l'exemple de torrent, mais il y a des environnements où les gens bloquent par exemple des expressions comme par exemple download. Donc si un utilisateur cherche quelque chose, il saisit seulement download quelque chose, le fait qu'il y ait l'expression download dans sa recherche, ça n'affiche pas, du moins ça, il sera bloqué quoi. Donc voilà en fait comment vous bloquez dans les expressions, des mots-clés que vous voulez empêcher des utilisateurs d'avoir accès. Donc, dépendamment de votre infrastructure, vous pouvez développer ou bien bloquer comme ça là autant d'expressions que vous voulez. Donc, je pense que ça complète l'activité sur la tâche 3. Donc, immédiatement, on va passer dans la tâche 4 où on va faire pratiquement les mêmes choses comme sur la tâche 3 ici, c'est-à-dire bloquer une catégorie via le filtrage DNS, bloquer un domaine spécifique et on va voir comment rediriger le trafic DNS vers un portail spécifique. Donc, on revient donc sur notre stratégie, notre règle de pare-feu. Et cette fois-ci, on va aller donc maintenant sur le filtrage DNS. Donc, je vais toujours avec l'option, l'objet default qui est disponible. Donc là, dans DNS, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a tout comme dans le filtrage web, on a la possibilité de bloquer des contenus par catégorie. Donc, vous savez, l'ensemble des sites web auxquels on a accès sur Internet sont catégorisés par chaque fournisseur de solutions de sécurité informatique. Donc, que ce soit FortiGate, WatchGuard, tout ce que vous voulez, Palo Alto et tous les autres. Donc, vous avez la possibilité ici donc de filtrer par exemple du contenu par catégorie. Donc ici, on va faire comme on a dit tout à l'heure. Donc première chose, on bloque une catégorie spécifique. Donc qu'est-ce qu'on va prendre ici? On revient par exemple, ok, allons-y pour la crypto-monnaie. Voilà. Essayons par exemple de bloquer ou bien de rediriger. Donc vous allez remarquer que ici, par exemple, sur le filtrage DNS, les actions qu'on a ici, par exemple, c'est autoriser, surveiller. Et cette fois, sur le lieu de bloquer, on a plutôt redirigé vers un portail de blocage. Donc ici, pour tout ce qui est crypto-monnaie, je vais rediriger vers un portail de blocage. Donc ça, c'est la catégorie. Donc ici, tout ce qui est en bas reste inchangé. On ne touche à rien. Et puis, je vais dire OK. Donc j'applique. OK. Je reviens sur mon poste de travail ici. Et puis, je vais aller par exemple avec peut-être Edge. Cherche le site, on a dit crypto-monnaie. Donc, je vais aller avec Binance, par exemple. Binance. Donc, j'ai ce message d'erreur qui m'est présenté. Quand j'essaie de faire Advance, je vais accéder à Binance. Et voilà, on me redirige maintenant vers ce portail de blocage. Donc, remarquez, souvenez-vous dans la stratégie, la stratégie de filtrage DNS redirige vers un portail de blocage. Donc, c'est ça le message qu'on va avoir. Donc, ça, si c'est par exemple un autre site de crypto, crypto, ok, voici n'importe quel autre site, web crypto, ok, même situation, j'essaie d'accéder. Voilà, même message d'erreur. Donc, peu importe le type de crypto auquel vous allez essayer d'accéder, on va tomber sur le même message d'erreur. Et il faut regarder donc, lorsque vous accédez à un site qui est bloqué, vous revenez juste un peu plus haut ici, vous allez remarquer Fortinet Secure DNS Service Portal. Donc, ça c'est le portail de redirection pour le DNS. Voilà. Donc, autre chose qu'on va faire donc maintenant, c'est tout comme sur le filtrage web, on va procéder ici donc à bloquer par exemple un site en particulier. Donc ici, pour la crypto, on va laisser autoriser. Donc tous les sites qui sont dans la catégorie crypto-monnaie vont être autorisés. Mais cette fois-ci, on va venir dans le filtre de domaine. Donc on va bloquer donc, par exemple un domaine spécifique ici. Donc on va bloquer par exemple le site binance.com par exemple. Donc ici, bon, le blocage, comme je dis, c'est toujours redirigé vers un portail de blocage.
Expression simple, rédiger vers le portail de blocage, activé. OK. Donc, c'est ça. Je fais appliquer. OK. C'est fait. Je reviens donc sur mon site ici. Donc, normalement, ce site-ci, Binance.com doit toujours rester bloqué. D'accord? Vu qu'on vient de refaire la modification pour bloquer effectivement ce site. Par contre, d'autres sites auxquels on n'avait pas accès, par exemple celui-ci, il devrait normalement fonctionner maintenant. Voilà. Donc, pour cet autre site-ci, il fonctionne. Si je cherche un autre site de crypto comme Coinbase, par exemple, Coinbase, voilà, Coinbase devrait également fonctionner. Donc, tous les autres sites de crypto devraient fonctionner en dehors donc, du site spécifiquement bloqué. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Le dernier élément ici, c'est de rediriger le trafic d'un vers un portail spécifique. Donc, ici, sur notre stratégie de DNS ici, vous allez remarquer que ici, si je vais un peu plus bas, vous remarquerez ici, par exemple, que on a ici dans les options, rediriger l'IP du portail. Ça veut dire que le site web, le site qu'on voit ici, du moins la page de blocage qu'on voit ici, c'est en fait une page qui est hébergée. C'est une page sur le site de FortiGuard qui est hébergée dans cette adresse IP-ci. Ça veut dire que si je prends par exemple cette adresse qui est ici et que je vais sur le navigateur, n'importe quel navigateur, et que j'entre cette adresse IP et que je fais entrer, vous voyez, c'est cette page de blocage DNS. Ça suppose que si vous avez envie donc de rediriger vos utilisateurs, quand vous faites le filtrage DNS, vous avez envie de rediriger vos utilisateurs vers un autre portail, du moins un autre site, vous venez simplement ici là sur spécifier. Et puis ici, ce que vous allez faire, donc, c'est que vous allez entrer dans l'adresse IP donc, du portail de redirection. Donc, prêtez et notez que ici, l'adresse IP que vous devez mettre très souvent, ça doit être une adresse qui est publiquement accessible, donc une adresse IP publique. Donc, je ne pense pas qu'une adresse IP de domaine, une adresse IP privée, pardon, de votre réseau local va fonctionner. Je pense qu'une adresse IP privée ne fonctionnera pas, mais beaucoup plus une adresse IP publique. Ou renseignez seulement l'adresse IP publique ici. Supposons par exemple que vous avez votre page spécifique que vous avez définie pour votre entreprise et que c'est hébergé sur Internet et que vous voulez bloquer vos utilisateurs et les rediriger directement sur cette page-là. Donc, vous pouvez simplement renseigner dans l'adresse IP de ce site-là, du moins de cette page-là, ici. Donc, voilà pour la redirection. Et le dernier élément, donc, comme je disais, c'est comprendre dans la différence avec le filtrage web. Ça veut dire que on a vu tout à l'heure dans la tâche 3 comment bloquer une catégorie spécifique. On a fait pareil pour le DNS. On a vu comment bloquer un site web. On a fait pareil également sur le DNS ici. Donc, la seule chose, par exemple, qu'on n'a pas pu faire, c'était par exemple, on ne peut pas bloquer, par exemple, une expression spécifique. Les blocages des mots-clés, ça se fait uniquement sur le filtrage web. Sinon, pour les deux autres, ça se fait à la fois ici et également ici. Donc, la question que certains peuvent se poser, c'est de savoir quel serait donc le meilleur endroit pour faire le filtrage, du moins pour bloquer, par exemple, un site web ou bien une URL. C'est-à-dire que je veux bloquer un site, par exemple, exemple.com. Est-ce que c'est mieux de le faire sur le filtrage web ou sur le filtrage DNS? Si je veux bloquer par exemple une URL, ça veut dire une URL, ça va être par exemple exemple.com slash page 1 slash fichier ou bien HTML. Quelque chose. C'est-à-dire que ça c'est une URL bien définie. Est-ce qu'il est idéal pour moi de bloquer cela plutôt sur le filtrage web ou sur le filtrage DNS? Alors, pour faire cela, je vous ai donc prévu dans cette petite synthèse ici là pour comprendre les éléments clés entre les deux. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le filtrage web sur le modèle ISO, vous connaissez le modèle des couches ISO, de la couche 1, couche 2 jusqu'à couche 7. Sur le modèle OSI, le filtrage web fonctionne au niveau de la couche 7, donc avec le protocole HTTPS. C'est là où le filtrage web fonctionne, tandis que le filtrage DNS, lui, fonctionne au niveau de la couche 3 et 4, donc là où ça concerne l'adressage IP et autres. Donc, on peut dire qu'au niveau opérationnel, par exemple, le filtrage web inspecte donc l'URL. C'est-à-dire que si vous voulez inspecter une URL complète, vous pouvez utiliser donc le filtrage web. Tandis que le DNS, lui, le filtrage DNS, c'est limite uniquement au niveau du domaine. Ça veut dire que si vous voulez inspecter le domaine, du moins si vous voulez filtrer une URL complète, le filtrage de domaine, le filtrage DNS n'est pas à l'endroit indiqué. Pour ce qui est des performances, par exemple, le filtrage DNS est donc beaucoup plus rapide vu qu'il se limite uniquement au niveau du domaine. Il ne va pas en profondeur pour décrypter, par exemple, le trafic HTTPS et autres. Donc, ce qui suppose qu'à ce moment, vous remarquerez que le filtrage DNS, lui, il sera plus rapide s'il faut bloquer uniquement le domaine. Donc, comme on a dit également donc pour le côté visibilité, donc ce que le filtrage web permet d'identifier du contenu spécifique en filtrant donc par exemple contenu spécifique, comme on a dit par exemple bloquer un mot-clé, on a vu ça. Tandis que le filtrage DNS, lui, il voit uniquement tout ce qui concerne les requêtes liées aux normes de domaine. Voilà, uniquement nom de domaine.
Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure donc, en mode donc, de meilleure pratique? C'est que il faut utiliser les deux de façon combinée. Donc, si vous voulez bloquer uniquement un domaine, nombre de domaines, idéalement, il faut aller avec le filtrage DNS parce qu'il est plus rapide car il se limite uniquement au niveau du domaine. Mais si vous voulez bloquer une URL beaucoup plus spécifique ou bien bloquer des contenus beaucoup plus spécifiques, là, vous pouvez procéder donc avec le filtrage web. Parce que lui, le filtrage web, il va beaucoup plus en profondeur. Voilà. Donc, vous remarquerez également que pour aller un peu plus en profondeur, vous remarquerez que si je viens par exemple ici sur le FortiGate, vous allez remarquer que lorsqu'on était sur le mode filtrage DNS, vous allez remarquer que le filtrage DNS, lui, il ne fonctionne à aucun moment, soit en mode basé sur le flux ou basé sur le proxy. Vous voyez, quand on est sur le filtrage DNS ici, on ne nous donne pas cette possibilité-là de choisir si on faut fonctionner en mode basé sur le flux ou en mode basé sur le proxy. Alors que lorsqu'on était par exemple sur le filtrage web, oui, le filtrage web. Euh, Ici, sur le filtrage web, vous allez remarquer qu'on nous donnait déjà donc, la possibilité, par exemple, d'avoir un mode d'inspection, donc soit basé sur le flux ou basé sur le proxy. C'est pour dire que le filtrage web, lui, par exemple, il permet de faire beaucoup plus de choses de façon beaucoup plus spécifique, mais il requiert dans certains cas des ressources supplémentaires. Donc, il va consommer beaucoup plus de ressources vu qu'il peut faire beaucoup plus de choses. Par contre, si vous êtes sur si vous voulez bloquer, comme j'ai dit, vraiment bloquer spécifiquement un site, vraiment, idéalement, il faut aller avec le filtrage DNS. Ce sera plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, là, on va revenir ici donc, pour passer donc, à la tâche 5, le filtrage des fichiers. Donc, le filtrage des fichiers ici, c'est que sur votre environnement, vous avez par exemple envie d'empêcher vos utilisateurs de télécharger certains fichiers avec des extensions, peut-être les fichiers .iso, .exe, vous voulez empêcher cela sur votre réseau. C'est à ça que va servir donc la tâche 5. Allons-y pour la configuration.